Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Grace avait 29 ans lorsque sa vie a basculé. Une femme responsable, travailleuse, le genre de personne sur qui on peut toujours compter. Elle avait cette force tranquille que les épreuves de la vie forgent en silence. Depuis l'enfance, elle avait toujours été celle qui portait les autres sur ses épaules. Celle qui sacrifiait ses propres besoins pour que ceux qu'elle aimait ne manquent de rien. Sa sœur Gertrude était sa moitié. Plus qu'une sœur, elle était sa confidente, son bébé, celle qu'elle avait élevée comme sa propre fille. Gertrude avait 7 ans de moins qu'elle. Quand leur mère est morte, Grace avait à peine 18 ans. Un âge où d'autres filles pensent aux sorties, aux amoureux, aux rêves d'avenir. Mais elle pensait à Gertrude, à cette petite de 11 ans qui pleurait chaque soir en réclamant leur maman. Elle aurait pu s'effondrer, abandonner ses rêves, partir vivre sa vie. Mais elle a choisi de se battre. Pour Gertrude, toujours pour Gertrude. C'était une promesse silencieuse qu'elle s'était faite devant le cercueil de leur mère. Une promesse sacrée qu'elle ne briserait jamais. Elle a tout fait. Payer les frais de scolarité de sa petite sœur avec l'argent qu'elle gagnait en faisant des petits boulots. Elle cousait des vêtements pour les gens du quartier. Elle vendait des fruits au marché les week-ends. Elle dormait 4 heures par nuit pour que Gertrude puisse dormir 8 heures et être en forme pour l'école. Elle lui achetait des vêtements neufs quand les autres enfants se moquaient de ses habits usés. Elle veillait à ce qu'elle ait toujours des cahiers propres, des stylos qui fonctionnent, des chaussures sans trous. Quand Gertrude tombait malade, c'était Grace qui courait à la pharmacie avec le peu d'argent qu'elle avait économisé. Elle passait des nuits blanches à son chevet, vérifiant sa température, lui donnant ses médicaments, priant pour qu'elle guérisse vite. Elle s'est privée de tant de choses. Elle portait les mêmes vêtements pendant des années. Elle mangeait les restes pour que Gertrude ait les meilleurs morceaux. Elle refusait les invitations de ses amis parce qu'elle devait surveiller les devoirs de sa sœur. Elle a même refusé une bourse d'études pour rester près d'elle. Sa vie entière tournait autour de Gertrude. Leur lien était unique. Gertrude lui racontait tout. Ses premiers chagrins d'amour, quand un garçon de sa classe ne répondait pas à ses sourires. Ses peurs, quand elle devait passer un examen important. Ses rêves les plus fous, quand elle imaginait devenir styliste ou voyager dans des pays lointains. Grace écoutait pendant des heures, conseillait avec douceur, protégeait sa petite sœur comme une lionne protège son petit. Les gens du quartier admiraient leur relation. Elles étaient inséparables. On les voyait toujours ensemble au marché, à l'église, dans les cérémonies familiales. Gertrude présentait Grace comme sa mère, pas comme sa sœur. Et Grace acceptait ce titre avec fierté et amour. Elle croyait en cette complicité comme on croit en Dieu, inébranlable, éternel, sacré. Jamais elle n'aurait imaginé que ce lien puisse se briser un jour. Jamais elle n'aurait pensé que Gertrude, sa Gertrude, pourrait un jour la poignarder dans le dos. Puis Fabrice est entré dans sa vie. Elle l'avait rencontré par hasard, lors d'une cérémonie familiale. Une cousine se mariait, et tout le monde était invité. Grace portait une robe simple mais élégante qu'elle avait cousue elle-même. Gertrude était à ses côtés, radieuse dans la tenue que Grace lui avait offerte pour l'occasion. Fabrice était assis de l'autre côté de la salle. Il travaillait dans une société de transport, un homme ambitieux qui ne comptait pas ses heures. Grand, élégant, avec ce sourire qui illuminait son visage quand il parlait. Il avait cette assurance tranquille des hommes qui savent où ils vont dans la vie. Leurs regards se sont croisés pendant le repas. Il lui a souri. Elle a détourné les yeux, gênée. Mais il est venu lui parler après la cérémonie. Il s'est présenté avec politesse, a demandé son nom, a complimenté sa robe. Il avait une voix douce, posée, rassurante. Il a demandé son numéro. Elle a hésité.
Les hommes, elle n'avait pas eu beaucoup de temps pour eux, trop occupés à élever Gertrude, à travailler, à survivre. Mais il y avait quelque chose chez Fabrice, quelque chose de sincère dans son regard. Alors elle lui a donné son numéro. Il l'a appelée le lendemain, puis le jour d'après, puis tous les jours. Il voulait la voir, apprendre à la connaître. Il ne forçait rien, ne pressait rien. Il était patient, respectueux. Il lui posait des questions sur sa vie, sur ses rêves, sur Gertrude aussi. Il avait une façon de la regarder qui la faisait se sentir unique, comme si elle était la seule femme au monde, comme si elle était précieuse. Grace n'avait jamais été regardée ainsi. Personne ne l'avait jamais fait se sentir aussi importante. Fabrice était attentionné. Il l'appelait chaque jour, même quand il était débordé au travail. Il passait la voir après le boulot même, quand il était épuisé. Il lui apportait des petites surprises, des fruits qu'elle aimait, des mangues bien mûres qu'il achetait au meilleur marchand, des parfums qu'elle n'aurait jamais osé s'acheter, des fragrances délicates qui la faisaient se sentir belle. Il s'intéressait à sa vie, à ses projets, à Gertrude aussi. Il voulait tout savoir d'elle. Il l'écoutait raconter comment elle avait élevé sa sœur, et il la regardait avec admiration. Il disait qu'elle était une femme extraordinaire, courageuse, forte, belle. Grace tombait amoureuse, lentement, profondément. Pour la première fois de sa vie, elle se permettait de penser à elle, de rêver à un avenir qui ne serait pas seulement fait de sacrifices. Elle imaginait une vie avec Fabrice, des enfants, une maison remplie de rire, du bonheur simple et vrai. Gertrude aimait bien Fabrice. Elle le trouvait charmant, disait qu'il était parfait pour sa sœur. Elle encourageait Grace à le fréquenter, à se laisser aimer. Elle souriait quand Fabrice venait à la maison, lui servait du thé, discutait avec lui de choses et d'autres. Leur histoire a duré 3 ans avant qu'il ne demande sa main. 3 années pendant lesquelles Fabrice a prouvé sa constance, sa fidélité, son amour. Il rencontrait les oncles, les tantes, respectait les traditions. Il montrait qu'il était un homme sérieux, prêt à fonder un foyer. La demande a été simple mais sincère. Un genou à terre dans le salon de la maison familiale, devant Gertrude qui pleurait de joie. Il tenait une petite boîte contenant une bague modeste, mais jolie. Il a dit qu'il voulait passer sa vie avec elle, qu'il voulait la rendre heureuse, qu'il voulait construire quelque chose de solide avec elle. Grace avait dit oui sans hésiter, le cœur gonflé d'émotion, les larmes aux yeux. Elle voyait en lui l'homme avec qui construire un avenir, fonder une famille, vieillir en paix. Enfin, elle allait avoir sa propre famille. Enfin, quelqu'un allait prendre soin d'elle. Le mariage a été magnifique, une belle cérémonie avec toute la famille réunie, des chants, des danses, des bénédictions. Grace portait une robe blanche brodée de fils dorés. Elle était radieuse. Les invités disaient qu'ils n'avaient jamais vu une mariée aussi belle. Gertrude était rayonnante ce jour-là, habillée d'une robe rose pâle que Grace lui avait offerte spécialement pour l'occasion. Elle avait organisé une partie de la cérémonie, accueilli les invités avec un sourire éclatant, veillé à ce que tout se passe bien. Elle était partout à la fois, s'assurant que sa grande sœur vive le plus beau jour de sa vie. Elle avait même versé des larmes de joie en voyant Grace en robe blanche, avançant vers l'autel. Elle l'avait serrée dans ses bras avant la cérémonie, en murmurant qu'elle était fière d'elle, qu'elle méritait tout ce bonheur, que leur mère de là-haut devait être fière aussi. Grace se souvient de ses larmes. Elle les avait prises pour de l'amour pur, de la gratitude, de la fierté. Jamais elle n'aurait imaginé que ces larmes cachaient autre chose, de l'envie peut-être, ou déjà quelque chose de plus sombre. Tout semblait parfait. Fabrice gagnait bien sa vie. Ils avaient alloué une jolie maison dans un quartier calme. Ils avaient des projets. Acheter une parcelle, construire leur propre maison, avoir des enfants, voyager un peu, vivre heureux. Grace se sentait enfin comblée. Après tant d'années à porter le poids du monde sur ses épaules, elle pouvait enfin respirer.
Enfin, vivre pour elle. Enfin, être une femme, et pas seulement une mère de substitution. Elle regardait Fabrice et se disait qu'elle avait eu raison d'attendre. Raison de croire en l'amour. Les mois ont passé dans une douce routine. Fabrice partait travailler tôt le matin. Elle s'occupait de la maison, préparait de bons repas, l'attendait le soir avec un sourire. Ils parlaient de leur journée, riaient ensemble, faisaient des projets. Gertrude venait les voir régulièrement, toujours souriante, toujours affectueuse. 2 ans après leur mariage, Grace est tombée enceinte. La nouvelle les a remplis de joie. Fabrice était fou de bonheur. Il voulait un garçon, disait-il, même s'il aimerait tout autant une fille. Il caressait le ventre de Grace chaque soir, parlait au bébé, lui chantait des chansons. Il était attentionné, aux petits soins, anticipait ses moindres besoins. Gertrude aussi était heureuse. Elle venait souvent, apportait des fruits, des tisanes pour les nausées, des vêtements de bébé qu'elle achetait au marché. Elle touchait le ventre de sa sœur avec tendresse, disait qu'elle avait hâte de devenir tante, qu'elle aimerait cet enfant comme le sien. La grossesse n'a pas été facile. Les nausées, la fatigue, les douleurs au dos. Grace vomissait presque tous les matins pendant les 3 premiers mois. Elle ne pouvait plus supporter certaines odeurs. Son corps changeait, devenait lourd, inconfortable. Mais elle tenait bon. Pour cet enfant qu'elle portait, pour cette nouvelle vie qui grandissait en elle. Les derniers mois ont été épuisants. Elle avait du mal à dormir. Son ventre était énorme. Elle devait se lever plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Fabrice l'aidait comme il pouvait, lui massait le dos, l'aidait à mettre ses chaussures. Il était présent, du moins en apparence. Quand le bébé était né, un magnifique petit garçon aux yeux brillants et aux joues rondes, Grace a cru toucher le bonheur absolu. Elle l'a tenu dans ses bras pour la première fois et a senti que sa vie prenait enfin tout son sens. Ce petit être était à elle, son fils, le fruit de son amour avec Fabrice. Mais l'accouchement l'avait épuisée. Elle avait perdu beaucoup de sang. Elle avait développé une anémie sévère. Son corps était faible, vidé de toute énergie. Les médecins lui avaient dit de se reposer, de bien manger, de prendre des suppléments de fer. Mais avec un nouveau-né, le repos était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle pouvait à peine se lever pour s'occuper du bébé. Les nuits étaient un cauchemar. Le petit pleurait toutes les 2 heures, réclamait le sein. Elle devait puiser dans des forces qu'elle n'avait plus. Chaque mouvement était douloureux. Chaque allaitement la vidait un peu plus. Elle avait des vertiges. Parfois, elle devait s'asseoir brusquement pour ne pas tomber. Ses mains tremblaient quand elle portait le bébé. Elle avait peur de le laisser tomber. Elle avait peur de ne pas être à la hauteur. Fabrice travaillait beaucoup, trop, selon elle. Il partait tôt le matin, rentrait tard le soir. Il disait qu'il devait faire des heures supplémentaires pour payer les factures, les médicaments, le lait en poudre au cas où. Il disait qu'il se battait pour sa famille. Il essayait d'aider quand il était là. Mais il était lui aussi submergé. Ou peut-être qu'il fuyait déjà. Peut-être que l'arrivée du bébé l'avait effrayé. Grace avait besoin de soutien, de quelqu'un sur qui s'appuyer, de mains pour l'aider, d'une présence rassurante. Elle a appelé Gertrude. Sa sœur est arrivée une semaine plus tard, ses valises à la main et ce sourire lumineux qu'elle avait depuis l'enfance. Grace l'a serrée dans ses bras, le cœur plein de reconnaissance. Les larmes lui sont montées aux yeux. Gertrude était là. Sa petite sœur, celle qu'elle avait élevée, venait l'aider à son tour. C'était comme une boucle qui se refermait. Un cycle naturel, logique. Grace se disait que tout ce qu'elle avait donné lui revenait enfin, que sa sœur était là pour la soutenir comme elle l'avait soutenue pendant toutes ces années. C'était la preuve que l'amour et le sacrifice finissent toujours par porter leurs fruits. Gertrude s'est installée dans la chambre d'amis. Une petite pièce simple mais propre que Grace avait préparée pour elle. Elle portait ce parfum floral qu'elle aimait tant. Un parfum doux,
mais entêtant, qui flottait dans toute la maison. Elle a défait ses valises, rangé ses affaires, et s'est immédiatement mise au travail. Elle s'occupait du bébé avec dévouement. Elle changeait ses couches avec douceur, lui donnait le bain en chantonnant, le berçait pendant des heures quand il pleurait. Elle le calmait d'une manière que Grace n'arrivait pas toujours à reproduire. On aurait dit qu'elle avait un don naturel avec les enfants. Elle préparait les repas, des plats nourrissants, pour aider Grace à reprendre des forces. Du bouillon de poulet, des légumes frais, des fruits juteux. Elle faisait le ménage, lavait le linge, repassait les vêtements. Elle s'assurait que Grace se repose, lui apportait ses médicaments, veillait à ce qu'elle mange bien. Les premiers jours ont été merveilleux. Grace reprenait doucement des forces. Elle pouvait enfin dormir quelques heures d'affilée, sans être réveillée par les pleurs du bébé. Elle pouvait manger des repas chauds, sans avoir à les préparer elle-même. Elle pouvait regarder son fils grandir, sans cette angoisse permanente de ne pas être à sa hauteur. Gertrude était une perle. Fabrice le disait lui-même. Il rentrait du travail et trouvait la maison propre, le repas prêt, le bébé calme. Il souriait, soulagé. Il remerciait Gertrude chaleureusement. Il disait qu'ils avaient de la chance de la voir. « Ta sœur est vraiment formidable !» disait-il en souriant à Grace. « On a de la chance de la voir. Je ne sais pas comment on aurait fait sans elle. » Grace acquiesçait, le cœur léger. Oui, elle avait de la chance. Chance d'avoir une sœur aussi aimante, un mari aussi reconnaissant, un bébé en bonne santé. La vie lui souriait enfin. Après tant d'années de lutte, de sacrifices, elle goûtait enfin au bonheur. Un bonheur simple mais complet. Elle regardait sa petite famille avec émotion, son fils qui grandissait jour après jour, son mari qui travaillait dur pour eux, sa sœur qui était là, présente, aimante. C'était tout ce dont elle avait rêvé, tout ce pourquoi elle s'était battue. Mais les semaines ont passé, et quelque chose a commencé à changer. Au début, c'étaient des détails tellement insignifiants que Grace les remarquait à peine. Gertrude s'habillait différemment. Elle qui portait d'habitude des vêtements simples et confortables, des pantalons larges et des chemises amples, avait commencé à mettre des robes moulantes, des hauts décolletés, qui révélaient mais la naissance de sa poitrine. Elle se maquillait davantage. Le matin, elle passait du temps devant le miroir, redessinait ses lèvres d'un rouge éclatant, soulignait ses yeux de colle noire qui les rendaient plus grands, plus expressifs. Elle dessinait ses sourcils avec soin, appliquait du blush sur ses joues. Elle voulait être belle. Mais pour qui? Son parfum aussi avait changé, plus lourd, plus capiteux, plus sensuel. Le genre de parfum qu'on porte pour séduire, pas pour s'occuper d'un bébé. Ce parfum envahissait toute la maison, persistait dans les pièces, même après qu'elle soit partie. Grace le sentait sur les vêtements de Fabrice quand il rentrait le soir. Grace se disait que sa sœur voulait simplement prendre soin d'elle. Après tout, Gertrude était jeune, elle n'avait que 22 ans, célibataire. Elle avait le droit de se faire belle, de se sentir femme. Rien d'anormal à ça. Peut-être qu'elle voulait sortir, rencontrer des gens, trouver l'amour elle aussi. Mais il y avait autre chose. Des petits détails qui, pris séparément, ne vous laissaient rien dire. Mais ensemble, ils formaient une image troublante, une image que Grace refusait de voir. Gertrude riait beaucoup avec Fabrice. Trop. Des rires étouffés dans la cuisine, quand Grace était couchée avec le bébé. Des rires complices, intimes, qui s'arrêtaient là brusquement quand elle entrait dans la pièce. Comme si elle les dérangeait, comme si elle n'était pas la bienvenue dans sa propre maison. Des regards échangés, longs, insistants, lourds de sens. Le genre de regard qu'on pose sur quelqu'un quand on le désire, quand on imagine des choses qu'on ne devrait pas imaginer. Grace les surprenait parfois, leurs yeux accrochés l'un à l'autre, une tension palpable entre eux.
Ils parlaient à voix basse, souvent. Grace les surprenait dans le salon, penchés l'un vers l'autre, leurs têtes presque collées, murmurant des secrets qu'elle ne devait pas entendre. Dès qu'elle apparaissait, ils se redressaient brusquement, changèrent de sujet, affichaient des sourires trop larges pour être naturels. « On parlait du bébé ?» disait Gertrude avec ce sourire innocent. « Oui, du bébé », confirmait Fabrice en détournant les yeux. Fabrice complimentait Gertrude. Beaucoup, trop. Sur sa cuisine, sur sa coiffure, sur ses vêtements. Il la remerciait chaleureusement, avec une intensité qui dépassait la simple reconnaissance. Il lui touchait l'épaule en passant, s'attardait un peu trop près d'elle quand elle cuisinait. Respirait son parfum avec une expression que Grace ne reconnaissait pas. Un soir, Grace est entrée dans la cuisine et les a trouvés debout, très proches l'un de l'autre. Gertrude tendait une cuillère à Fabrice pour qu'il goûte la sauce. Mais la manière dont elle le faisait, dont elle le regardait faire, dont elle souriait, en attendant son verdict, tout cela semblait intime, déplacé. Fabrice avait fermé les yeux en goûtant, avait fait un bruit de satisfaction exagéré. « C'est délicieux !» avait-il murmuré. « Tu es incroyable !» Gertrude avait ri, rougi, baissé les yeux comme une jeune fille qu'on complimente. Grace avait senti quelque chose se tordre dans son ventre. Mais elle avait souri. Fait semblant de ne rien remarquer. Remerciait Gertrude pour le repas. Grace sentait un malaise grandir en elle, une inquiétude sourde, diffuse, qu'elle n'arrivait pas à nommer. Un pressentiment désagréable qui lui nouait l'estomac. Elle se disait qu'elle imaginait des choses, que la fatigue lui jouait des tours, que l'anémie affectait son jugement, que le manque de sommeil la rendait paranoïaque. Elle se répétait que sa sœur, sa propre sœur, celle qu'elle avait élevée, ne pouvait pas la trahir. Pas Gertrude, pas celle qui lui devait tout, pas celle qu'elle avait protégée, nourrie, aimée comme une mère aime sa fille. C'était impossible, impensable, contre nature, et Fabrice, son mari, l'homme qu'elle avait épousé devant Dieu, l'homme qui lui avait juré fidélité, le père de son enfant. Il ne pourrait jamais lui faire ça, jamais. Il l'aimait, il le lui disait souvent, il lui apportait encore des petites attentions. Il l'embrassait sur le front avant de partir travailler. Elle chassait ses pensées comme on chasse des mouches importunes. Elle refusait d'y croire, elle refusait même d'y penser. Parce que penser à cette possibilité, c'était déjà accepter qu'elle existe, c'était déjà commencer à douter. Et le doute est un poison qui ronge lentement. Mais son instinct hurlait, cette petite voix au fond d'elle, qui ne se trompe jamais. Cette intuition féminine qui sent les choses avant même qu'elles n'arrivent. Cette alarme intérieure qui sonne quand quelque chose ne va pas. Et un instinct de femme ne se trompe jamais. Les semaines ont passé. L'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus étrange, tendue, électrique. Grace se sentait comme une étrangère dans son propre foyer, comme si Gertrude et Fabrice formaient un couple et qu'elle était l'intruse, la gêneuse. Fabrice rentrait de plus en plus tard. Il disait qu'il avait du travail supplémentaire, des livraisons de dernière minute, des dossiers urgents à traiter. Mais il ne sentait plus la sueur et la poussière du travail. Il sentait le parfum de Gertrude. Il se lavait immédiatement en rentrant. Il fonçait sous la douche avant même de la saluer correctement, comme s'il voulait effacer quelque chose, cacher quelque chose. Et Grace voyait ses vêtements froissés, ses cheveux décoiffés, ce regard qu'il ne posait plus sur elle. Gertrude aussi changeait. Elle était de moins en moins présente. Elle sortait souvent sous prétexte de faire des courses qui duraient des heures. Elle revenait les mains vides parfois, prétextant qu'elle n'avait rien trouvé. Mais ses joues étaient roses, ses yeux brillants, son parfum plus fort encore. Un soir, alors que le bébé dormait enfin, après des heures de pleurs, Grace a remarqué que Fabrice avait oublié son téléphone sur la table du salon. Il était sous la douche.
Gertrude était sortie faire des courses, disait-elle. Grace ne fouillait jamais dans les affaires de son mari. Elle lui faisait confiance, aveuglément, totalement. C'était un principe sacré pour elle, le respect de la vie privée, la confiance mutuelle, les piliers d'un mariage solide. Mais ce soir-là, quelque chose l'a poussée à prendre ce téléphone. Quelque chose de viscéral, une intuition qui lui brûlait la poitrine, une nécessité urgente de savoir, de confirmer ou d'infirmer ses doutes, de mettre fin à cette torture mentale. Ses mains tremblaient quand elle a saisi l'appareil. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles. Elle a jeté un coup d'œil vers la salle de bain. L'eau coulait encore. Elle avait quelques minutes. Elle a appuyé sur le bouton. L'écran s'est allumé. Pas de code. Il ne cachait rien, pensait-elle. Rien à cacher de sa femme. Un mari fidèle n'a pas de secret. Un mari honnête laisse son téléphone accessible. Elle a ouvert l'application de messages. Elle cherchait quoi exactement? Elle ne savait pas. Une preuve? Ou peut-être une absence de preuve qui la rassurerait? Qui lui permettrait de se dire qu'elle avait imaginé tout ça? Et là, son monde s'est effondré. Des centaines de messages. Des centaines, entre Fabrice et Gertrude. Une conversation qui remontait à des semaines, peut-être des mois. Grace a fait défiler, incrédule, le souffle coupé. Les messages étaient envoyés la nuit, quand Grace dormait épuisée, après avoir allaité le bébé. Des messages envoyés en pleine journée, quand elle était dans la chambre avec son fils, ignorant ce qui se tramait à quelques mètres d'elle. Des messages envoyés à toute heure, constamment, obsessionnellement. Tu me manques déjà. J'ai hâte qu'elle s'endorme pour qu'on puisse parler. Tu es tellement belle aujourd'hui. J'avais envie de t'embrasser devant elle. J'ai failli te toucher quand tu es passé près de moi. Elle n'a rien vu. Elle ne se doute de rien. Elle est trop naïve. J'en ai marre de faire semblant. Je veux qu'on soit ensemble pour de vrai. Patience, mon amour. Bientôt. Grace a senti son cœur s'arrêter. Littéralement. Comme si on venait de lui arracher la poitrine. La douleur était physique, insupportable. Elle a posé une main sur sa bouche pour étouffer le cri qui montait. Elle a continué à faire défiler, les larmes brouillant sa vue. Des photos de Gertrude, en sous-vêtements, allongée dans la chambre d'amis, souriante, provocante, sensuelle. Des poses qu'on ne fait que pour un amant. Des photos d'eux, ensemble, prises beaux en selfie. Gertrude dans les bras de Fabrice, leurs lèvres collées, leur corps enlacés. Des photos prises dans cette maison, dans le salon pendant que Grace dormait, dans la cuisine pendant qu'elle allaitait le bébé. Et puis ce message vocal. Grace a hésité avant de l'écouter, comme si elle savait que ce qu'elle allait entendre détruirait définitivement tout ce en quoi elle croyait. Mais elle devait savoir. Elle devait entendre. Elle a mis le volume au minimum, porté le téléphone à son oreille et appuyé sur lecture. La voix de Gertrude, douce, sensuelle, insupportable. « Bébé, fais attention. Si elle découvre, tout est fini. Mais je t'aime tellement. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Tu es l'homme de ma vie. Je veux être avec toi pour toujours. Elle ne te mérite pas. Elle est fatiguée, vieille, éteinte. Moi, je peux te rendre heureux comme elle ne l'a jamais fait. On va partir ensemble bientôt. Juste toi et moi. Loin d'ici. » Le téléphone a tremblé dans ses mains. Grace a cru qu'elle allait vomir. La pièce tournait autour d'elle. Les murs se refermaient, le sol se dérobait sous ses pieds. Elle ne pouvait plus respirer. L'air ne passait plus dans ses poumons. Sa propre sœur. Celle qu'elle avait nourrie quand elle avait faim. Celle qu'elle avait habillée quand elle était nue. Celle qu'elle avait soignée quand elle était malade. Celle qu'elle avait élevée comme sa fille. Gertrude couchait avec son mari, dans sa maison, sous son toit, pendant qu'elle se remettait d'un accouchement difficile,
pendant qu'elle s'occupait de leur bébé, pendant qu'elle luttait contre l'anémie qui la vidait de ses forces. Elle a continué à lire, masochiste, incapable de s'arrêter. Chaque message était un coup de couteau, chaque photo était une gifle. Mais elle devait tout voir, tout savoir, mesurer l'étendue de la trahison. Il y avait des messages où ils planifiaient à leur rendez-vous. Quand Grace faisait la sieste avec le bébé, ils se retrouvaient dans le garage. Quand elle sortait acheter des médicaments, ils s'enfermaient dans la chambre d'amis. Quand elle était aux toilettes, ils s'embrassaient dans la cuisine. Ils riaient d'elle. Ils la trouvaient pathétique, naïve, stupide. Fabrice disait qu'elle était devenue ennuyeuse depuis l'accouchement, qu'elle ne pensait qu'au bébé, qu'elle n'avait plus de temps pour lui, que Gertrude, elle, savait comment s'occuper d'un homme. Gertrude répondait qu'elle avait toujours trouvé Fabrice attirant, même avant le mariage, qu'elle avait été jalouse quand il avait choisi Grace, qu'elle s'était dit qu'elle méritait mieux qu'une femme fatiguée et sans éclat, qu'elle s'était promis de le récupérer un jour. Les larmes ne sont pas venues. Pas tout de suite. Juste un vide, un trou béant à la place du cœur. Une douleur si violente qu'elle dépassait les mots, qu'elle dépassait les cris. C'était comme si on lui avait arraché les entrailles, comme si on avait piétiné son âme. Toutes ces années de sacrifice, toutes ces nuits blanches passées au chevet de Gertrude, tous ces rêves abandonnés pour qu'elle puisse avoir les siens, tout cet amour donné sans compter, tout ce dévouement, toute cette protection, pour ça, pour être trahie de la manière la plus cruelle qui soit. Et Fabrice, son mari, l'homme qu'elle avait épousé, le père de son enfant, celui qui était censé la protéger, l'aimer, la respecter. Il la trompait avec sa propre sœur. Il la ridiculisait. Il complotait pour la quitter. Pendant qu'elle portait son enfant, le nourrissait de son lait, sacrifiait son sommeil pour qu'il puisse dormir. Grace a regardé autour d'elle. Cette maison qu'elle avait essayé de rendre chaleureuse. Ces murs qui avaient été témoins de sa trahison. Ce salon où ils s'embrassaient pendant qu'elle dormait. Cette cuisine où ils se touchaient pendant qu'elle allaitait. Elle a entendu l'eau de la douche s'arrêter. Fabrice allait sortir. Elle a reposé le téléphone exactement là où elle l'avait trouvé. Elle s'est assise sur le canapé. Elle a attendu, immobile, froide, comme morte à l'intérieur. Fabrice est sorti de la salle de bain, une serviette autour de la taille. Il sifflotait, insouciant, content de lui. Il pensait que tout allait bien, que sa femme idiote ne savait rien, qu'il pouvait continuer sa petite vie de mensonges et de trahison. Il a vu Grace assise dans le salon, immobile, le regard fixe. Il a froncé les sourcils. Quelque chose dans son attitude l'a alerté. Une tension, une immobilité anormale. « Ça va, chérie ?» a-t-il demandé, essayant de paraître naturel. Elle n'a pas répondu. Elle a juste pointé le téléphone du doigt. Un geste lent, délibéré, accusateur. Fabrice a suivi son regard. Il a vu le téléphone. Son téléphone. Et il a compris immédiatement. Son visage est devenu livide, blanc comme un drap. Ses lèvres ont tremblé. Ses mains se sont mises à trembler aussi. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. « Grace, je peux tout expliquer. »« Expliquer quoi ?» a-t-elle dit d'une voix calme, trop calme. « Expliquer comment tu couches avec ma sœur depuis des semaines. Expliquer comment vous vous moquez de moi dans mon propre dos. Expliquer comment vous planifiez de partir ensemble. » Fabrice a secoué la tête, cherchant ses mots, essayant de trouver un mensonge crédible. Mais il n'y avait pas de mensonge possible, pas après ce qu'elle avait vu. « Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois, » a-t-elle répété, sa voix montant légèrement. « J'ai lu vos messages, Fabrice, des centaines. J'ai vu vos photos. J'ai écouté sa voix me dire que je ne te mérite pas. Alors ne me mens pas. Plus maintenant. » Le silence est tombé. Lourd, écrasant.
Fabrice ne savait plus quoi dire. Il était pris au piège, coincé, démasqué. Gertrude est rentrée quelques minutes plus tard. Elle avait effectivement des sacs de course cette fois. Elle fredonnait en entrant, légère, insouciante. Elle a vu Grace et Fabrice dans le salon. L'atmosphère était glaciale, suffocante, électrique. Son sourire s'est figé. Elle a senti immédiatement que quelque chose n'allait pas. Très mal même. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, faussement innocente, posant ses sacs par terre. Grace s'est levée lentement. Chaque mouvement lui demandait un effort surhumain. Elle avait l'impression d'avoir 100 ans. Son corps était lourd. Son cœur était mort. Elle a marché vers sa sœur. Gertrude a reculé d'un pas, sentant le danger. Elle voyait dans les yeux de Grace quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une rage froide, une douleur profonde, une trahison absolue. « Comment tu as pu ?» a murmuré Grace, la voix brisée. Gertrude a essayé de jouer l'innocente. « Comment j'ai pu, quoi? De quoi tu parles? Ne me prends pas pour une idiote. Plus maintenant. J'ai tout vu. Tous les messages. Toutes les photos. J'ai tout entendu. » Le visage de Gertrude a changé. L'innocence a disparu, remplacée par quelque chose de froid, de dur, de méchant. Le masque est tombé. Et en dessous, il y avait une étrangère. Elle a haussé les épaules. Un geste désinvolte, presque insolent, comme si elle s'en fichait, comme si Grace ne comptait plus. « Arrête ton mélodrame, Grace. On s'aime, Fabrice et moi. C'est tout. Les sentiments, ça ne se contrôle pas. C'est arrivé comme ça. »« C'est arrivé comme ça ?» a répété Grace, incrédule. « C'est arrivé comment ? Quand tu as décidé de séduire mon mari, quand tu as décidé de coucher avec lui dans ma maison, quand tu as décidé de me trahir de la manière la plus ignoble qui soit. » Gertrude a levé les yeux au ciel. Pas de remords, pas de honte, pas de regret, juste de l'agacement, de l'impatience, comme si Grace était une enfant capricieuse qui faisait une crise. « Tu dramatises toujours tout. On ne voulait pas te faire de mal. Mais on ne peut pas lutter contre nos sentiments. On s'aime. Point. La gifle est partie toute seule, violente, puissante. Toute la rage accumulée, toute la douleur, toute la trahison dans ce geste. » La main de Grace a claqué contre la joue de Gertrude, laissant une marque rouge vive sur sa peau. Gertrude a porté la main à son visage. Elle a titubé légèrement. Puis, elle a regardé Grace. Et elle a ri. Un rire froid, cynique, méprisant. Un rire qui glaçait le sang. « Tu crois que ça change quelque chose? Tu crois qu'une gifle va me faire changer d'avis? » Il ne t'a jamais aimé, Grace. Il était avec toi par pitié. Parce que tu étais là. Parce que c'était pratique. Parce que tu lui faisais à manger et que tu lui lavais ses vêtements. Mais moi, il m'aime vraiment. Il me désire. Il me veut. Pas toi. Plus toi. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle gifle. Plus fort que n'importe quel coup de poing. Grace a chancelé comme si on venait de la poignarder en plein cœur. Elle a regardé sa sœur, cette étrangère qui se tenait devant elle. Cette femme qu'elle ne reconnaissait plus. « Après tout ce que j'ai fait pour toi », a murmuré Grace, les larmes coulant enfin sur ses joues. « Après tout ce que j'ai sacrifié, j'ai abandonné mes rêves pour toi. J'ai travaillé comme une esclave pour que tu puisses t'étudier. J'ai tout donné pour que tu ne manques de rien. Et c'est comme ça que tu me remercies ?» Gertrude a croisé les bras sur sa poitrine. « Je ne t'ai jamais rien demandé. C'est toi qui as décidé de jouer les martyrs. Tu voulais te sentir importante, indispensable. Tu voulais qu'on te soit redevable pour toujours. Eh bien non. Je ne te dois rien. Ma vie m'appartient. Et si je veux être avec Fabrice, je serai avec lui. » Fabrice est resté silencieux pendant tout cet échange. Lâche, incapable de regarder Grace dans les yeux, incapable de défendre sa femme, incapable d'assumer ses actes.
Il se tenait là, tête baissée, comme un enfant pris en faute. Grace s'est tournée vers lui. « Et toi, tu n'as rien à dire? Tu vas la laisser parler comme ça? Tu vas rester planté là comme un lâche ?» Fabrice a levé les yeux, brièvement, puis les a baissés à nouveau. « Je suis désolée, Grace. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. »« Comment tu voulais que ça arrive alors? En me prévenant? En me demandant la permission de toucher ma sœur? »« Je ne sais pas. C'est juste arrivé. On s'est rapprochés. Et tu as oublié que tu étais mariée? Que tu avais un fils? Que tu avais fait des promesses devant Dieu et devant les hommes? » Fabrice n'a pas répondu. Il n'y avait rien à répondre. Aucune excuse ne pouvait justifier ce qu'il avait fait. Cette nuit-là, Grace n'a pas dormi. Elle était restée assise dans la chambre, son bébé dans les bras. Elle l'a regardé dormir paisiblement, inconscient du drame qui se jouait. Inconscient que sa famille venait d'exploser, que son père venait de les abandonner. Elle a pleuré. Pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Jusqu'à ce que ses yeux soient secs et brûlants. Jusqu'à ce que sa gorge soit douloureuse. Elle a pleuré sur sa vie brisée, sur ses rêves détruits, sur sa famille éclatée. Elle a pleuré sur la trahison de sa sœur, cette petite fille qu'elle avait élevée, cette adolescente qu'elle avait protégée, cette jeune femme qu'elle avait aimée plus que tout. Comment avait-elle pu devenir cette étrangère cruelle et sans cœur? Elle a pleuré sur son mari, cet homme qu'elle avait cru connaître, cet homme qu'elle avait aimé, cet homme qui avait promis de l'aimer dans la joie et dans la peine. Tout n'était que mensonge, tout n'était que façade. Le lendemain matin, quand Grace s'est réveillée après avoir finalement sombré dans un sommeil agité, la maison était silencieuse, trop silencieuse. Elle a posé le bébé dans son berceau et est sortie de la chambre. Fabrice et Gertrude étaient quittés partis, ensemble. Leurs affaires avaient disparu, leurs vêtements, leurs chaussures, leurs sacs, tout. Ils avaient fait leurs valises pendant la nuit, probablement pendant qu'elle dormait enfin, épuisée par les pleurs. La voiture n'était plus là. Grace est allée vérifier le compte bancaire. Vide, complètement vide. Ils avaient tout pris, jusqu'au dernier centime. L'argent qu'ils avaient économisé pour l'avenir, l'argent pour les factures, l'argent pour la nourriture, l'argent pour les médicaments du bébé. Les bijoux que Fabrice lui avait offerts avaient disparu aussi. La chaîne en or, les boucles d'oreilles en argent, le bracelet qu'il lui avait donné pour leur premier anniversaire de mariage. Tout volé, tout emporté. Ils sont partis sans un mot, sans un regard en arrière, sans une excuse, sans une explication. Comme si Grace n'avait jamais existé. Comme si leur bébé de 8 mois n'avait jamais existé. Comme si les années passées ensemble n'avaient jamais compté. Grace s'est retrouvée seule, complètement seule. Seule avec un bébé qui avait besoin d'elle, sans argent, sans voiture, sans personne vers qui se tourner. La famille avait pris le parti de Fabrice et Gertrude, disant que l'amour ne se commande pas. D'autres l'avaient jugée, pensant qu'elle devait avoir fait quelque chose pour que son mari la quitte. Les voisins la regardaient avec pitié quand elle sortait. Certains chuchotaient sur son passage, croyant qu'elle ne les entendait pas. D'autres détournaient les yeux, gênés, ne sachant pas quoi lui dire. Tout le monde savait. Tout le quartier était au courant. La honte s'ajoutait à la douleur. On la plaignait. Mais on la jugeait aussi. Comment avait-elle pu ne rien voir? Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Pourquoi elle n'avait pas su garder son homme? Une femme qui ne satisfait pas son mari mérite-t-elle vraiment la pitié? Grace entendait les murmures. Elle sentait les regards. Elle voyait les sourires moqueurs. Mais elle gardait la tête haute. Elle refusait de se laisser abattre. Pas devant eux. Pas devant ceux qui la jugeaient sans connaître sa douleur. Elle aurait pu s'effondrer. Rester couchée à pleurer toute la journée. Sombrer dans la dépression. Abandonnée. Mais elle ne pouvait pas. Son fils avait besoin d'elle. Ce petit être innocent qui ne demandait qu'à être nourri, aimé,
protégée. Il comptait sur elle. Elle était tout ce qu'il avait au monde. Elle a décidé de se battre. Pour lui, pour elle aussi, pour se prouver qu'elle était plus forte que la trahison, plus forte que la douleur, plus forte que ceux qui l'avaient abandonnée. Elle a commencé par vendre ses bijoux. Ceux qui lui restaient, les derniers souvenirs de sa mère. Une chaîne en or que sa mère lui avait offerte avant de mourir, en lui faisant promettre de ne jamais la vendre, sauf en cas d'extrême nécessité. Des boucles d'oreilles qu'elle gardait pour les grandes occasions. Une bague qu'elle tenait de sa grand-mère. Chaque vente lui arrachait le cœur. Mais elle n'avait pas le choix. Son fils avait faim. Il avait besoin de lait, de couches, de vêtements. Et elle n'avait rien. Absolument rien. Avec l'argent de la vente, elle a pu tenir quelques semaines. Elle achetait le strict minimum, du riz, un peu de légumes, du lait pour le bébé. Elle se privait pour qu'il ait assez. Elle mangeait 1 fois par jour pour qu'il mange 3 fois. Puis, l'argent s'est épuisé. Et elle a dû trouver du travail. Elle a commencé à faire des ménages, chez les gens riches du quartier. Des grandes maisons avec des jardins, des voitures luxueuses, des meubles chers. Elle frottait des sols à genoux. Elle lavait des toilettes. Elle récurait des casseroles graisseuses. Elle nettoyait des salles de bain sales. Elle repassait des montagnes de linge. Le travail était dur, humiliant parfois. Certaines patronnes la traitaient mal, lui parlaient avec mépris, la considéraient comme une moins que rien. D'autres la prenaient en pitié, ce qui était presque pire. Mais elle le faisait, sans se plaindre, sans baisser les yeux. La fierté n'avait plus sa place, seule la survie comptait. Elle se levait à l'aube, préparait le bébé, l'attachait dans son dos avec un pagne et partait nettoyer. Le petit dormait pendant qu'elle travaillait, bercé par ses mouvements. Quand il se réveillait et pleurait, elle devait s'arrêter pour l'allaiter dans un coin, espérant que sa patronne ne se fâcherait pas du retard. Elle a aussi commencé à vendre du pain. Un voisin qui la prenait en pitié lui avait prêté un peu d'argent pour commencer. Elle se levait à 4 heures du matin, achetait des pains chauds à la boulangerie avec le peu d'argent qu'elle avait et allait les revendre dans les rues, à un prix légèrement plus élevé. Le bébé toujours attaché dans son dos. Elle marchait pendant des heures sous le soleil brûlant, criant son produit d'une voix fatiguée. Ses pieds la faisaient m'assouffrir, son dos aussi, courbé sous le poids du bébé et du panier de pain. Mais elle continuait, pas après pas, client après client, quelques pièces après quelques pièces. Les journées étaient interminables. Le matin, elle vendait du pain. L'après-midi, elle faisait des ménages. Le soir, elle rentrait épuisée, devait encore s'occuper du bébé, le laver, le nourrir, le bercer. Et la nuit, il se réveillait toutes les 2 heures pour téter. Elle ne dormait presque plus. 3 ou 4 heures par nuit, dans le meilleur des cas. Son corps criait grâce, ses muscles étaient douloureux, son dos était en feu, ses mains étaient abîmées par les produits de nettoyage. Mais elle tenait. Elle ne savait même pas comment, mais elle tenait. Les nuits étaient les pires. Quand le bébé dormait enfin, Grace restait éveillée dans le noir, seule avec ses pensées, seule avec sa douleur. Les souvenirs revenaient, impitoyables. Le sourire de Gertrude quand elle était petite, les mots de Fabrice quand il lui avait promis l'amour éternel, les promesses qu'ils avaient faites. Tout était mensonge, tout était faux, tout était détruit. Elle pleurait en silence pour ne pas réveiller son fils. Elle mordait l'oreiller pour étouffer ses sanglots. Elle se demandait comment elle avait pu être aussi naïve, comment elle avait pu faire confiance à des gens qui ne la méritaient là pas, comment elle n'avait rien vu venir. Elle se sentait stupide, pathétique, une idiote qui s'était laissée marcher dessus, une femme qui avait tout donné pour ne rien recevoir en retour, une mère célibataire abandonnée, humiliée, trahie. Mais au fond d'elle, malgré la douleur, malgré la fatigue, malgré le désespoir, une force grandissait, une force qu'elle ne se connaissait pas,
Une force primitive, instinctive, féroce. La force des mères, la force des survivantes, la force de celles qui n'ont plus le choix. Elle ne se battait plus pour elle. Elle se battait pour ce petit garçon qui comptait sur elle, pour ce bébé innocent qui n'avait rien demandé, pour ce fils qui méritait une vie digne, une mère forte, un avenir meilleur. Et elle se battrait jusqu'à son dernier souffle pour lui donner tout ça. Les mois ont passé, lentement, douloureusement. Grace maigrissait, son visage se creusait, ses yeux portaient des cernes permanentes, son corps était épuisé. Mais elle ne s'arrêtait pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Son fils grandissait. Il commençait à sourire, à gazouiller, à reconnaître sa mère. Chaque sourire qu'il lui donnait valait toutes les souffrances du monde. Chaque petit progrès la remplissait de fierté et de joie. Il était sa raison de vivre, sa lumière dans les ténèbres. 1 an a passé, une année de lutte, d'efforts inhumains, de sacrifices constants. Grace avait vieilli, son visage s'était durci, mais elle tenait debout. Elle survivait. Contre toute attente, malgré tout, elle était toujours là. Et puis, un jour, son téléphone a sonné. Un numéro qu'elle connaissait trop bien. Un numéro qu'elle avait failli bloquer 100 fois, mais qu'elle avait gardé, ne sachant pas pourquoi. Peut-être par masochisme, peut-être par curiosité morbide. C'était Gertrude. Grace a hésité longuement avant de décrocher. Sa main tremblait au-dessus du téléphone. Elle ne voulait pas entendre cette voix. Pas après ce qu'elle lui avait fait. Pas après la manière dont elle l'avait trahi. Mais la curiosité a été plus forte. Ou peut-être le besoin de savoir. Le besoin de comprendre si Gertrude avait enfin trouvé le bonheur qu'elle cherchait en détruisant celui de sa sœur. Elle a décroché. Elle n'a rien dit. Elle a juste attendu. « Allô? Grace? C'est moi. » La voix de Gertrude était brisée, tremblante, méconnaissable. Ce n'était plus la voix arrogante et froide de celle qui l'avait humiliée 1 an plus tôt. C'était la voix d'une femme détruite. « Grace, je sais que tu ne veux pas me parler. Je sais que tu me détestes. Mais il fallait que tu saches. Fabrice, il m'a quittée. » Silence. Grace n'a pas répondu. Elle a juste écouté. Son cœur battait calmement, étrangement calmement, comme si cette nouvelle ne la touchait même plus. Il m'a quittée il y a 3 mois. Mais avant ça, il m'a battue. Plusieurs fois, pour rien, parce que le repas n'était pas prêt à temps, parce que je lui posais trop de questions, parce qu'il était de mauvaise humeur. Il levait la main sur moi comme si j'étais moins que rien. La voix de Gertrude s'est brisée. Elle sanglotait maintenant, des sanglots lourds, désespérés, qui secouaient tout son corps. Il a pris tout mon argent, Grace. L'argent que j'avais économisé avant. L'argent que tu lui avais laissé dans le compte. Tout. Il m'a laissé sans rien. Je dors chez une amie qui va me mettre dehors bientôt parce qu'elle en a marre de moi. Je n'ai plus rien. Plus rien du tout. Plus de travail. Plus d'argent. Plus de dignité. Grace écoutait en silence. Elle n'éprouvait ni joie, ni tristesse. Juste un vide. Un détachement étrange. Comme si tout cela ne la concernait plus. Les gens me regardent de la même façon qu'ils te regardaient. Avec pitié. Avec mépris. Ils disent que je mérite ce qui m'arrive. Que c'est le karma. Que j'ai détruit ma propre famille. Et que maintenant, je paye le prix. Gertrude pleurait de plus en plus fort. « Je suis désolée, Grace. Je suis tellement désolée. J'ai tout gâché. J'ai détruit ma vie. J'ai détruit la tienne. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais jalouse. Jalouse de toi, de ton mariage, de ton bébé, de ta vie qui semblait si parfaite. Je voulais ce que tu avais. Et maintenant, je n'ai plus rien. Je mérite de souffrir. Je le sais. » Grace a fermé les yeux. Elle aurait pu hurler, insulter, lui dire toute sa douleur, toute sa rage.
Elle aurait pu lui rappeler tout ce qu'elle avait fait pour elle, toutes les années de sacrifice, tout l'amour donné. Elle aurait pu pleurer avec elle. Mais elle n'a rien fait de tout ça. Elle a juste dit, d'une voix calme, presque détachée, d'une voix qui venait de très loin. « Tout ce qu'on fait finit toujours par revenir, Gertrude, toujours. Les actions ont des conséquences. Les choix ont un prix. Tu as fait les tiens, maintenant tu dois vivre avec. » Et elle a raccroché. Elle n'a ressenti ni joie ni satisfaction, pas de sentiment de vengeance accomplie. Juste un vide immense, une tristesse profonde pour cette sœur qu'elle avait tant aimée et qui s'était perdue en chemin. Cette petite fille qu'elle avait élevée était devenue une étrangère. Et cette étrangère récoltait maintenant ce qu'elle avait semé. Auriez-vous pu pardonner à votre sœur dans une situation pareille? Peut-on réellement reconstruire sa vie après une trahison aussi proche? Jusqu'où va la loyauté familiale? Et quand faut-il se protéger soi-même? L'amour véritable justifie-t-il de supporter l'indifférence ou la trahison? Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais oublier que la trahison commence souvent là où on l'attend le moins, dans le cercle de ceux qu'on aime le plus. Protégez votre cœur sans devenir méfiant. Ouvrez les yeux sans perdre votre capacité à faire confiance. Et surtout, rappelez-vous que votre valeur ne dépend jamais de ceux qui vous abandonnent. La vie a sa propre justice, et ceux qui sèment la douleur finissent toujours par la récolter. Votre force ne réside pas dans la vengeance, mais dans votre capacité à vous relever, à pardonner sans oublier et à reconstruire une vie encore plus belle sur les ruines de la trahison. Ne laissez jamais personne voler votre paix, car c'est le plus précieux des trésors. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.